un état d'éveil, un état de parfaite compréhension de ce qui est, de ce qui n'est pas, de ce qui bouge, du néant et de l'infini, comme une relation entre l'inspiration et l'expiration, une tension vers l'expansion maximum et une restriction vers l'absence de toute chose. Il y en a qui disent que les Juifs ont fauté. D'accord, mais les Juifs, ils ont fauté envers Dieu. Envers Dieu. Et les Juifs n'ont jamais fauté envers les Occidentaux, les Arabes, ce que tu veux. Jamais. Donc, maintenant que... Bah si, Sarkozy qui est juif, il a fauté. Oui, mais envers Dieu. Donc les chrétiens disent que c'est le Messie qui est arrivé, d'autres disent il y en a même qui disent que c'est Dieu carrément. Qu'est-ce qu'il dit Moïse qui dit c'est Dieu qui s'incarne dans un homme. Alors il n'y a pas de plus, d'après le judaïsme, c'est hérétique comme ça. Non, il dit que c'est le verbe de Dieu. Hérétique. Il dit c'est le verbe de Dieu qui s'est incarné dans un homme. C'est ce qu'il dit Moïse, en gros. Ouais. Bah pour moi Dieu ne s'incarne pas. D'après la Torah, c'est tellement anti-Torah. C'est une pensée tellement anti-Torah, je te le dis. Ouais, mais c'est pas une raison pour le crucifier. Qui a tué Jésus, mais... Il y a enfoui chez les non-juifs, pas tous, mais une grosse partie, une sorte de méfiance. Chez certains, ça va jusqu'à la haine. La méfiance, c'est normal. La méfiance, c'est parce qu'il y a l'histoire de la double allégeance. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ce que explique Moalek par rapport au Maroc? Qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement une question de justice. Pourquoi? Parce que, déjà, de justice, pourquoi? Justice. Parce que toute cette souffrance que l'Occident a fait, je sais pas, notamment de l'Église, vraiment c'est l'Église, essentiellement. Il y a des raisons, alors il y a parce que les Juifs ont fauté. D'accord. Ouais, mais par exemple toi et moi. Écoute ce que je dis. Et après je fais. Il y en a qui disent que les Juifs ont fauté. D'accord, mais les Juifs ils ont fauté envers Dieu. Envers Dieu. Et les Juifs n'ont jamais fauté envers les Occidentaux, les Arabes, ce que tu veux. Jamais. Donc maintenant que... Bah si, Sarkozy qui est juif, il a fauté. Oui, mais envers Dieu. Envers Dieu. Qu'est-ce que les Juifs ils ont fait aux Romains pour que les Romains détruisent le temple? Rien. Ouais, ça je sais pas. Je te le dis, rien du tout. C'était d'ailleurs les Romains... Moi je sais que Sarkozy il a coulé la France. Il a vendu l'or de la France aux Américains, il a enlevé de la Constitution. On arrive à l'époque moderne, 30 secondes. Je sais que les Romains c'était des conquérants, ils venaient s'étendre, donc ils ont conquérir sur Israël, ils ont conquéri, donc Israël est sous domination romaine pendant très longtemps. Bon. Mais qu'est-ce que tu fais aux Romains? Rien du tout. Et ils sont venus se mettre le temple et ils ont fait des massacres terribles. Et l'Église c'est pareil. Qu'est-ce que les Juifs ils ont fait aux chrétiens? Dis-moi ce que les Juifs ils ont fait aux chrétiens. Dis-le-moi. Ce que les Juifs ont fait aux chrétiens à quelle époque? Mais n'importe quelle époque. Ils ont craché sur Jésus. Ouais, ils ont tué, entre guillemets, à l'époque ils disaient, je sais pas si ils disent toujours aujourd'hui, ils disaient Jésus c'est Dieu. Et du coup ils appellent le juif le déicide. Et du coup ils ont dit les Juifs ont tué Jésus. Oui. C'est ça l'argument. Alors, savoir, et ça je te l'ai dit, je le pense, sans pour autant ne pas respecter les chrétiens, parce que tu dis, je respecte tout le monde, toutes les fois, chacun pense ce qu'il veut, ça ne pose pas de problème, tant que les gens se respectent, c'est génial. Voilà. En tout cas, du point de vue judaïque, comment on voit Jésus, c'était pas l'enfant de Dieu ou je sais pas quoi, là, ce qu'ils disent. D'ailleurs, en plus, tous les juifs sont appelés les enfants d'Hachem, déjà, donc c'est un juif comme un autre, déjà, de un. Et de deux, ce qu'il a fait, entraîner une grande assimilation. Parce que tous les juifs qui vont faire, aujourd'hui, c'est les chrétiens. D'accord? Ils sont plus juifs. Oui. D'accord? Pour les juifs, il n'y a rien de divin. Rien du tout. C'est même pas un vrai prophète. C'est rien du tout. Pour nous, c'est un juif qui a fait des bêtises. C'est tout. Je te l'ai dit. J'ai déjà dit. Donc les chrétiens disent que c'est le Messie qui est arrivé, d'autres disent il y en a même qui disent que c'est Dieu carrément. Qu'est-ce qu'il dit Moïse qui dit c'est Dieu qui s'incarne dans un homme. Alors il n'y a pas de plus, d'après le judaïsme, c'est
hérétique comme non, il dit que c'est le verbe de Dieu. Hérétique. Il dit c'est le verbe de Dieu qui s'est incarné dans un homme. Il dit moi en gros. Ouais. Bah pour moi Dieu ne sait qu'à deux parts. D'après la Torah, c'est tellement anti-Torah. C'est une pensée tellement anti-Torah, je te le dis. Ouais, mais c'est pas une raison pour le crucifier. De quoi, Jésus? Oui. Je pense que c'est même pas vrai. Honnêtement, je pense que... Voilà, c'est du négationnisme. Non, c'est pas du négationnisme. Je pense que non, quand je dis que c'est même pas vrai, que les Juifs ont crucifié Jésus, c'est même pas vrai, que c'est les Juifs qui l'ont fait. Pour moi, je pense, c'est les Romains qui crucifiaient les gens. Donc pourquoi c'était les Juifs et pas les Romains? Parce que Jésus il est venu... C'était les Romains qui crucifiaient à l'époque. Et les Romains, il faut savoir que les Romains persécutaient les Juifs et les chrétiens à l'époque, avant que le christianisme devienne la religion de l'Empire byzantin. Ouais, ça je sais pas. C'est les Romains qui ont crucifié les Juifs, c'est pas les Juifs. Ça... Pas les Juifs. Ça, on sait pas. Et il y en a qui disent parce que c'est Judas qui l'a vendu aux Romains. Et regarde comme c'est tellement, comme ça arrange tellement les entre guillemets les antisémites, ceux qui sont anti-juifs. Judas, donc on est dans famille Yehuda, d'accord? Yehuda, c'est qui? C'est un des 12 fils de Jacob. C'est le précurseur de la tribu des rois d'Israël, d'accord? Dont le roi Shaoul, dont le roi David, et dont le Mashiach lui-même, d'accord? Et Yehuda, à la base, c'est lui. Et après, effectivement, c'est un Yehuda, le fils de Jacob, hein, pas Yehuda, celui qui aurait apparemment vendu Jésus aux Romains. Je parle de ce Yehuda-là, rien à voir avec l'autre. Hein. Je vais faire une distinction. Écoute? Oui. Donc ce Yehuda, le fils de Jacob, l'a exclu d'ailleurs plusieurs centaines, milliers, enfin pas milliers, mais peut-être 1000 ans avant, ou 800 ans avant, donc rien à voir entre les deux. Hein. Donc ok, c'est le précurseur de la tribu royale d'Israël, etc. Et donc son nom, c'est donc Yehuda, c'est un tzaddik, c'est-à-dire un juste, d'accord. Donc chez les Juifs, on donne des noms hébraïques aux enfants. Et donc tu peux avoir des gens qui s'appellent David, qui s'appellent Yehuda, qui s'appellent Yitzhak c'est Isaac, c'est une traduction, comme Abraham c'est juste Abraham en hébreu, donc il disait, on va dire qu'Abraham n'existe pas, c'est juste une traduction, d'accord, c'est tout, c'est juste ça, c'est le même personnage. Bon, t'as compris? Oui. Donc mon nom à moi c'est Shlomo. Shlomo c'est Salomon en français. Ouais. Le roi Salomon, les filles du roi David. Bon. Et donc ce Yehuda, donc et donc je résume l'histoire. Il y a eu donc 12 tribus d'Israël. Bon, l'histoire compliquée, mais à la fin, ce qui s'est passé avant cet exil dont on est toujours là-dedans, il y a eu une fissure entre les deux, entre les 12 tribus. Il y a eu d'un côté la tribu de Yehuda et de Benjamin, donc en français de Juda et de le royaume d'Israël et... Voilà. Non, ça c'était le royaume de Judée. Et les 10 autres tribus formaient le royaume d'Israël, effectivement. Les 10 autres tribus ont été exilées, je ne sais pas exactement combien de temps, peut-être quelques dizaines, vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines, pas tellement plus que ça, peut-être un siècle avant, mais je pense pas un siècle, peut-être 80 ans, 60 ans avant, les deux autres, donc Yehuda et Benjamin, d'accord? Je répète, c'est clair? Ouais, je connaissais, ouais. Bon, donc les 10 autres ont été exilés un peu avant les deux dernières, donc entre guillemets, les 10 qui faisaient le royaume d'Israël ont été exilés avant, il ne restait plus que ceux qui formaient le royaume de Judée, d'accord? Et il faut savoir que dans l'histoire, ce qu'il avait déjà dit aussi, les 10 autres tribus se sont pas totalement assimilées, mais les ont, quand je dis au moins le poids, c'est-à-dire, c'est pas qu'elles sont pas importantes, c'est que dans l'histoire, tu vas voir que les descendants de ces 10 tribus-là, c'est des petites communautés juives dans le monde, d'accord? Des petites, je prends un exemple, les juifs d'Inde, je sais pas si tu connais, ça, c'est les Koukis, on les appelle les Koukis. Non. Je sais pas si tu connais, bon, les juifs Koukis, ce sont les descendants alors de la tribu de Yosef, donc de Joseph. Alors, la tribu de Yosef, elle se décomposait en deux tribus, tribu de Ephraïm et tribu de Ménaché. Donc en français ça dit Ephraïm, et Ménaché ça peut se traduire comme Manassé, je sais pas comment il se traduit en français. Bon. Voilà, ce sont ces descendants-là, et on les connaît pas, tu connaissais pas les juifs Koukis? Non. Voilà, donc c'est des tribus qui ont moins de
des petites communautés. Et ça, que l'ensemble des juifs pratiquants que tu connais aujourd'hui sont les descendants de 2 tribus, de celles qui sont restées, entre guillemets, qui ont été déportées après, qui ont été déportées par les Romains, qui ont été déportés, exilés après, c'est-à-dire les descendants de tribus de Benjamin et de Yehuda. Et le nom de Yehuda, ça donnait le nom à la Judée, d'accord? Et même, ça donnait le nom au mot juif. Parce que avant, on n'avait pas un juif, on les appelait les Hébreux, les Israélites, d'accord? Mais le mot juif avant n'était pas employé. Il a été employé qu'après dans l'histoire. Ça vient de qui? De Yehuda, de la tribu de Yehuda, de Juda. Et c'est de là que ça vient le jeu de mots, le parallèle, la racine entre Yehuda, entre Juda et juif, le juif. Et comme c'est bizarre, celui qui est a vendu Jésus aux Romains, c'est Judas qui incarne le juif. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est très 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 ficelé contre les juifs. C'est tout ça. Pour moi, c'est les Romains qui l'ont crucifié, c'est pas les juifs. Ouais, ça je sais pas. Ça faudra. Bah, ok, ça demande réflexion et recherche. Soit. Mais donc. Ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que les juifs ont fait aux chrétiens? Bah. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Ça, j'avoue. Qu'est-ce qu'on a fait aux musulmans? Qu'est-ce que vous avez fait aux musulmans? Bah, les musulmans, ils ont moins fait souffrir les juifs dans l'histoire, c'est vrai. Mais quand même. Mais c'est vrai que les musulmans, ils ont été moins. Non, ça c'est vrai, il y a eu moins. Ils ont toujours été plus sages. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu quand même la valeur, si je puis dire, du peuple juif. Si je peux dire ça comme sa valeur en tant qu'humanité, je veux dire, dans le sens humain du terme, tu vois. Mais t'as pas l'impression que tout le temps ça parle d'islam à la télé, l'islam, le voile, tout le temps? Oui, genre. Non? Je n'ai pas suivi. Tu veux répéter? T'as pas l'impression que tout le temps ça parle d'islam justement à la télé? Que c'est tout le temps le voile, l'islam, le... Ah, il y a eu une période où oui, c'était très... enfin non, mais je sais pas, Zemmour, Finkielkraut... Mais non, mais qu'est-ce que le juif ils ont fait aux chrétiens et aux musulmans? Qu'est-ce qu'on leur a fait? On les a pas génocidés, on les a pas persécutés... Qu'est-ce que tu penses, bah justement, de ce que explique Moalek par rapport au Maroc? Non, mais ça n'a rien à voir. Déjà, il parle du Maroc d'aujourd'hui. Là, je te parle sur toute l'histoire. Mais sur toute l'histoire. Mais c'est compliqué parce que avant c'était l'étoile de David. Et ce qu'il dit, c'est que, comment il s'appelle, monsieur Azoulay, c'est ça? Oui, Azoulay. C'est le conseil du roi, c'est ça? Un des conseils du roi. Il dit que le Maroc c'est entre les mains de Azoulay, c'est ça? Bah, en gros que... Alors, oui. Moi, je comprends pas pourquoi, dans le sens où, si j'ai bien compris ce qu'il avait dit, j'avais vu une de ses vidéos. C'était sur un institut qui a été créé au Maroc pour, entre guillemets, former les imams. Ouais. Et il dit que c'est de là que vient la radicalisation, enfin, ça fait empirer les choses. Bah, excuse-moi, mais ils ont dit eux-mêmes, et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il leur apprend justement un islam qui est modéré, et la preuve, c'est que l'institut acceptait même des femmes. Ouais, non mais... Des femmes. Je sais pas, bah... Est-ce que t'as... qui forme des imams extrémistes, il accepte des femmes. Bah, il y a un exemple simple. À un moment, j'avais mis dans ma vidéo un extrait où on montrait qu'il y avait un imam salafiste qui était en fait un agent du Mossad. Alors, ça, c'est probablement vrai et possible. Bah, c'est passé à la télé. Bah, oui, ok, c'est probablement vrai. Alors ça, honnêtement, c'est tous les guéguerres entre les pays avec les services secrets. C'est pas qu'Israël qui fait des choses, tout le monde, ça je t'assure, avec tout leur... Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu un reportage qui disait qu'aujourd'hui, les guerres genre une guerre mondiale, ça se mène avec les services secrets de tous les pays. Que c'est eux qui sont infiltrés à droite, à gauche, de tous les pays. Ça, c'est les guéguerres. Les guéguerres, oui. Ça a des fortes conséquences. Là, aujourd'hui, les guerres, essentiellement, ils se font par ça. Là, il y a un aspect religieux, tu vois. Hein? C'est pas OSS 117 le truc, c'est que le mec il envoie le venin dans les musulmans, quoi. Je sais pas s'il était là pour démanteler le réseau
et se faire passer justement pour un imam salafiste pour pouvoir avoir les identités de chacun et démentir. Ouais, non, mais là, Et vous savez que c'est pour ça. Hein. je pense pas, ouais. Bah, tu t'es renseigné. Bah, ouais, mais Ah, c'est facile. Moi, quand on voit une chose qui a l'air ce qu'elle est, on dit ah bah ok c'est comme ça. Non, quand on fait un procès, c'est pas comme ça. On une enquête, investigation, enfin tu vois ce que je veux dire. mais est-ce que, par exemple, il y a, chez les musulmans. alors, est-ce que c'est normal que au Maroc, Alors oui, d'accord, je suis d'accord que c'était un rôle très ambigu. Ça, je te l'accorde, c'est un peu bizarre. Mais peut-être que c'est pour démanteler tout un réseau, pour avoir les identités de chacun et tous les coincer. Quand tu en y réfléchis, c'est un rôle plutôt pas mal pour faire ça. Parce que les gens ouais, coup, enfin après tu peux toujours trouver. et du coup, ils peuvent tous les attraper. Mais par exemple, est-ce que c'est normal que au Maroc les Juifs soient au-dessus des lois? Alors ça, je ne sais pas du tout. La situation des Juifs marocains, je la connais pas du tout. Ça, non, je connais rien. Donc, bah en fait, ils sont jugés par. Que je m'en appelle sur le sujet et je m'en renseignerai aussi pour. Bah en fait, si un juif il fait une connerie, c'est un tribunal rabbinique qui va le juger. Le juif? Oui. Et pas un tribunal civil Non. marocain? Non. Et ça, c'est comme ça depuis quand? De quoi? C'est comme ça depuis quand? Depuis archi longtemps, je sais pas. Mais toujours, ça a toujours été ainsi? Comment? Ça a toujours été comme ça, tu sais? Je sais pas si c'est toujours... Mais je pense que oui, hein. Ah, ça, je sais pas. Bon, avant de bah, en gros, ils sont temps, au-dessus des lois, quoi. Renseigner, mais bon, peut-être... alors, savoir que ils sont quand même soumis au roi du Maroc, comme tous les Marocains, déjà, je pense, hein, en termes logique. Et il faut savoir que dans l'histoire, d'accord, à une époque où il n'y avait pas de tribunaux, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que tout le monde était soumis à l'autorité du roi, qui faisait aussi le système de tribunal. Et chez les Juifs, on a toujours eu, mais toujours, hein, même en Israël, hein, même en Israël, à l'époque du roi David, à l'époque du roi Salomon, toujours été comme ça. Un tribunal rabbinique, mais ce tribunal, mais attention. Et le Rav Citruc, je sais pas si tu connais le Rav Citruc, c'est l'ancien grand rabbin de France qui était décédé, bon d'accord, je reprends son nom. Non. Et expliqué, ces tribunaux ne se substituent absolument pas au roi du pays. Absolument pas. Ah, par rapport au roi, oui, mais le roi... Non, par rapport au roi. Il juge les litiges entre... Bah en fait, je te donne un exemple simple. Parce que ça voudrait dire que ton tribunal rabbinique, il ferait office de roi, entre guillemets. Et je serais prêt à parier que c'est pas le cas du tout. Non, mais j'ai pas dit que le tribunal rabbinique il est au-dessus du roi. C'est normal, c'est le principe d'un tribunal rabbinique, les litiges entre juifs. Mais quand il s'agit, imaginons, d'un juif qui va léser un musulman marocain, d'accord? Je crois qu'ils vont aller on a fait un beddin ou un sanhédrin aussi. Je crois qu'ils vont aller au beddin, ils vont aller au tribunal marocain. Parce que en quoi le Marocain il reconnaît et est soumis à l'autorité du tribunal rabbinique? En rien. C'est d'accord? Non, mais si un juif il agresse un Marocain, oui. C'est le tribunal rabbinique, c'est les juifs qui se jugent entre eux. Donc tu es sûr que le tribunal rabbinique peut juger les Marocains? Oui. Non, il juge les juifs. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est-à-dire que dans la même affaire, tu as le tribunal rabbinique qui juge que le juif et le tribunal marocain qui juge que le musulman. Non, tout dépend qui porte plainte, mais si c'est celui qui doit être condamné, si c'est un Marocain, ce sera le tribunal du Maroc, et si c'est un juif, si c'est un juif ce sera le tribunal rabbinique. Tu es sûr de toi? Oui. Ça me semble terriblement illogique. Pourquoi? Parce que dans les lois même de la Torah, ça fonctionne pas du tout comme ça un tribunal rabbinique. Pas du tout. Alors pas du tout. Et là, un tribunal rabbinique, il se mêle pas des affaires entre un juif et un non-juif. La seule, il le faisait quand c'était en Israël. En Israël, donc à l'époque des rois, etc. Où Israël était à l'époque, qui est toujours aujourd'hui un État juif, d'accord? Là oui, le tribunal rabbinique, il a son mot à dire si ça concerne un non-juif qui vit en Israël avec les juifs. Parce que du coup, c'est en Israël, tu vois, qu'il y a un État juif. Donc là, il a son mot à dire sur le non-juif.
mais le Maroc qui est un musulman, mais théoriquement illogique. Il n'y a aucune autorité du tribunal rabbinique, enfin, pour faire entre guillemets, un litige qui concerne la constitution marocaine, puisque ça concerne. Ouais, bon, ouais. Et moi, je te dis, au niveau théorique, c'est un non-sens complet. Ouais, bah en donc, tout cas. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Je suis sûr, oui. Écoute, je me renseignerai, mais ça me semble totalement illogique et totalement absurde parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne au tribunal rabbinique, mais pas du tout. Ouais. S'il y a une affaire entre un juif et un marocain, ils vont aller au tribunal pénal marocain. Et moi, ça me semble tellement logique. Parce que qu'est-ce que tu veux que le tribunal rabbinique il dise sur le juif? Ok, d'accord, il est rien, mais il faut un tribunal rabbinique qui juge les deux parties, il juge pas qu'un parti. On n'a jamais vu ça, moi, quand je me dis, des milliers, plus comme tu veux. On n'a jamais vu ça. Bah, bizarre, ouais, bah ça. Moi, c'est très bizarre. Rechercher, ouais. Et jamais entendu un truc pareil dans toute l'histoire de ce peuple juif, comment ça fonctionne, j'ai jamais entendu un truc pareil. Je pense que tu es bien renseigné, parce que je pense pas. Oui. Bah écoute, je me renseignerai, mais ça me semble illogique. Bon, écoute, je me renseignerai aussi. Mais ouais, voilà. Bah je t'enverrai par mail si jamais. Bah oui, bon, je me renseignerai, mais ça me semble quand même très étrange. Okay. Mais juste que je voulais parler d'une chose. Bon voilà, bah, c'est ce qu'on dit en fait depuis le début. Tu m'as dit donc, je t'ai dit ce que les juifs ont fait aux chrétiens et aux musulmans. Tu m'as dit, bon, le Maroc. Donc là, on va voir effectivement si ce que tu dis est vrai, même si ça me semble vraiment illogique. Mais comment dire, qu'est-ce que les et même si c'est vrai, et je pense que c'est faux ce que tu dis vraiment, est-ce que c'est une atteinte aux musulmans, histoire de tribunal rabbinique? Est-ce que c'est la faute? Non, mais c'est juste pour dire que le Maroc est soumis à les Juifs ont des avantages au Maroc. Moi, pour moi, ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi. Ça me semble déjà très gros. Et ton histoire du tribunal rabbinique, elle tient pas debout. Niveau Torah, législation, halakha, c'est la même chose. Mais la halakha, elle change avec les années. Oui, attention, elle change. C'est-à-dire, dans l'application des lois, ça change. Mais en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qui change? T'as pas dû bien comprendre. C'est pas. C'est-à-dire qu'une halakha qui est en vigueur, on va jamais la changer. C'est-à-dire, un Shabbat, je peux pas allumer un feu Shabbat. On ne pourra jamais allumer un feu Shabbat. La question, c'est maintenant... si, par exemple, sur la pédophilie. Aujourd'hui, la question, c'est... Bon, je prends toujours cet exemple, c'est l'exemple le plus simple. Alors, pour moi, mais peut-être que tu connais pas Shabbat, c'est pas le plus simple, peut-être. La cache-route. La cache-route, c'est plus simple. Oui. À l'époque, donc, la cache-route, c'était que... Donc, pour les... Tu sais... Enfin, quand c'était la cache-route, non. C'est tout ce qu'on mange, mais je veux dire le rituel, hein, c'est-à-dire on égorge l'animal, on enlève le sang, on enlève certaines parties, comme le nerf sciatique, certaines graisses, tout un processus de cachérisation. À l'époque, c'était que, on va dire, les espèces bovines, tout ce qui était agneau, tu sais, vache, tout ça. Et il y a eu dans la loi, quelque chose en plus qui a été rajouté, c'était, on a étendu ça à la volaille, au volatile, au poulet par exemple. Et ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Pourquoi? On a de peur que... Parce que le poulet, c'est pas tout à fait de la viande, je suis d'accord, mais c'est très proche. Le poulet, c'est quand même plus considéré comme de la viande. Ouais. Non? Oui. Donc, parce que c'est très proche de la viande bovine. C'est pour ça que, de peur qu'on en vienne à négliger la cache-route sur la viande bovine, tout ça, on préférait dire, il faut aussi faire ce processus pour ce qui est volatile. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été adapté comme ça. Mais encore, ça encore, c'est un peu légèrement différent. Pour moi, le Shabbat, c'est plus explicite. C'est de eux-mêmes qui nous l'ont fait. Alors, qui nous l'ont fait, comment dire, c'est de eux-mêmes. Il y a peut-être quelque chose chez nous qui a dû leur provoquer ça. Mais je veux dire, est-ce que c'était légitime? Je ne crois pas, parce que est-ce que tu connais dans l'histoire des choses que les Juifs ont fait aux non-juifs pour mériter tout ce qui s'est passé? Moi, je ne connais pas. Après, peut-être tu connais. Bah après, je t'ai dit, c'est qui a tué Jésus, mais qu'il y a enfoui chez les non-juifs, pas tous, mais une grosse partie, une sorte de méfiance. Chez certains, ça va jusqu'à la haine. La méfiance, c'est normal. La méfiance, c'est parce qu'il y a l'histoire de la double allégeance. Quelle double allégeance?
Bah, du fait que tu peux pas être vraiment patriote français. Alors, tu sais pourquoi? J'ai réfléchi à ça aussi. Et en fait, la réponse est tellement simple que ça m'est même pas venu à l'esprit. Tu veux la réponse? Mhm. Je te dise? Oui. Bien. C'est après la Shoah. C'est comme ça. Parce que si tu regardes avant la Shoah, on était très patriote. Très, très patriote, au point même. Tu sais pourquoi ça a été la rafle qui veut le dire, tout ça, ça a été si catastrophique? Parce qu'avant qu'il y ait les rafles, je crois que c'est Vichy. Il a dit il faut que tous les juifs ils doivent s'enregistrer dans les mairies, dire leur nom, leur adresse, leur famille qui sont juifs. Et on était tellement pour tout ce qui est voilà, patriotisme, la République, machin, qu'on l'a fait très bêtement, très naïvement. Et regarde les résultats. Et je pense qu'en fait, oui, c'est depuis lors que oui, effectivement, il n'y a plus de patriotisme juif, effectivement. Mais c'est depuis la Shoah. Là, je te resserre pas la Shoah en mode pour rien. Là, ce que c'est vraiment vrai. C'est malheureusement le patriotisme juif qui a causé énormément de dégâts, de morts. C'est très vrai ce que je te dis. Bah, malheureusement. Le patriotisme juif, ça a causé des morts, ça aurait rien changé. Pendant la Shoah, parce qu'on a été tellement patriotes que quand Vichy, renseigne-toi si tu n'étais pas au courant, avant qu'il y ait les déportations, on ne savait pas tout ça, et ça a commencé donc. La France, elle a capitulé en 41, je crois, et ça a commencé juste après, enfin, je sais pas exactement quel laps de temps, mais pas très longtemps après. Pour les Juifs de France, ça je crois pas que ça chauffait pas, enfin, c'est pas comme en Allemagne. Et pour l'instant, jusqu'à ce que la France capitule, je parle. Donc après, Vichy, il a donné des ordres, les Juifs doivent s'enregistrer, machin, ils doivent s'enregistrer, dire qu'ils sont juifs. Dans l'élan patriotique qu'on avait, et je t'assure que on en avait un vu très, que la France a combattu le nazisme. on en avait un très grand avant la Shoah. La preuve, c'est que le président du Conseil avant Vichy, c'était Léon Blum. Oui. Léon Blum, c'est un juif. Tu savais? Oui, mais et parce qu'il était juif, du coup, et ils ont donc arrêté. Mais vu que la France a combattu. La France, donc ça tenait tellement pas debout qu'il a été acquitté. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est ce patriotisme qui a causé notre perte pendant la Shoah. Parce qu'on n'a pas vu, d'ailleurs on savait pas. L'alliance entre Vichy et Hitler, on l'a su que quand il y a eu les déportations et les déportations et tous les morts qu'il y a eu ensuite. Mais on ne savait pas. Mais ça aurait changé quoi si quoi ça aurait changé quoi? Parce qu'avant, les Juifs n'avaient pas de pays de toute façon. Mais, de quoi? Répète, les Juifs avant, ils n'avaient pas de pays. Il y avait pas Israël, tu veux dire? Oui. Non, oui, mais là, on parle de ça. Ce que je veux te dire, c'est que les Juifs, pendant l'occupation allemande, enfin un peu avant, donc la France a capitulé en 41, d'accord? Oui. Et durant toutes ces années-là, donc les 1910, 1920, 1930, d'accord, avec, tu sais, le parti de la gauche qui a émergé, qui a eu un grand succès dans ces années-là, d'accord, le patriotisme juif, il était énorme. Les Juifs étaient très patriotes à cette époque. Et en 1941, on ne savait pas que Vichy, il avait fait cette alliance, entre guillemets, avec Hitler, en 1941. Et du coup, on a, entre guillemets, obéi aveuglément aux ordres de Vichy quand il a dit aux Juifs d'aller s'enregistrer, de dire qu'ils sont Juifs, de dire où est-ce qu'ils habitent. Et c'est comme ça qu'après les policiers sont venus les prendre, les emmener au Veldiv et qui les ont déportés en Allemagne. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Oui. C'est parce qu'on était tellement, justement, à fond dans la France, tout ce qui était... mais alors pourquoi aujourd'hui ils défendent tous la République? Alors, de ce que tu m'as dit, ils défendent tous, ce sont ce que tu m'as dit les plus médiatisés. Non mais même toi et enfin 90% en fait. Mais moi quand tu me dis on défend tout ça en public, parce que j'ai pas l'impression que cette République est si mauvaise que ça. Alors peut-être que tu vas m'apporter des éléments que je ne connais pas, mais ce que je sache, la France est dans une dictature, ou peut-être cachée selon tes propos. Bah... ouais. Peut-être, selon ce que tu me dis. Dictature cachée, a priori. Et donc auquel cas, on n'en a pas conscience. Donc auquel cas, et c'est pas si, entre guillemets, injuste que ça, qu'il faut que
a priori, on est pour la République si on n'a pas conscience que c'est une dictature. Ouais. Ok. Moi, à partir du moment là on parle en tant que juif, je parle en tant que juif, où je vois que les juifs ils peuvent pratiquer librement, qu'il n'y a pas de persécution de la part du gouvernement, n'importe qui d'autre contre les religions en France d'ailleurs. A priori, on se dit, cette République, elle est, entre guillemets, équitable. Après, si tu me dis tous ces trucs-là de complot, de machin, auquel cas, on n'en a pas conscience. Donc, auquel cas, si on n'en a pas conscience, excuse-moi, on n'a pas conscience. Ouais. C'est tout. Enfin, ça crève les yeux quand même que on n'est pas en démocratie. Ça crève les yeux, moi, je trouve ça. Après, honnêtement, je ne me suis pas tellement renseigné. Et je ne me suis pas renseigné pourquoi. Parce que j'ai pas le sentiment que les choses, quand je dis les choses vont mal, oui, c'est sûr que politiquement c'est compliqué, mais quand j'ai pas le sentiment en tant que juif, que les choses vont mal. Si, bien sûr, l'antisémitisme, ça va pas bien, évidemment. Mais que les choses vont mal du point de vue de la loi. Moi, j'ai pas le sentiment que l'antisémitisme, il vient à cause justement de la République. Oui, mais par rapport à la désintégration de la France, par exemple. Oui, désintégration. Yeah. Oui, par rapport aux vagues migratoires, le fait qu'il n'y ait plus de frontières, qu'on contrôle plus nos lois, qu'on n'ait plus notre monnaie, etc. Tu veux dire l'Europe, tout ça? Oui. La désintégration de la France, ça, je sais pas. Ça va rapport avec les juifs. Oui, là, il y a pas de patriotisme. Européen? Non, français. Je pas suivi vis-à-vis de quoi? Est-ce que toi, ça te viendra à l'idée de vraiment être en mode la République, tout ça? De te dire c'est pas normal que en France on contrôle ni la monnaie ni les lois ni les frontières à cause de Schengen, ni la monnaie à cause de l'euro, ni les lois à cause de 80. Honnêtement, ça c'est ce qu'ils ont voulu faire avec l'Union européenne. Oui. En gros, l'Union européenne ce serait comme une sorte de pays unifié, de giga-pays. Alors ça c'était mon idée idéalement. On a vu que ça n'a pas du tout fait ça à la fin. D'ailleurs, je crois, c'est qui? C'est Chirac qui a fait ça, non, c'est qui a fait passer dans l'Europe du franc à l'euro? Oui, Chirac. Bon, et il l'a fait, sachant que le référendum, la majorité, c'était négatif. Oui, voilà, donc là déjà, c'est bien une preuve qu'on n'est pas en démocratie. Je suis d'accord que c'est pas un acte démocratique, je suis d'accord. Mais après, est-ce que les gens après, il y a eu des contestations, mais au point de faire annuler la chose, non. C'est-à-dire, je sais qu'il y aurait pu avoir des contestations de toute la France. C'est-à-dire, à l'époque, en 2002, c'était, je crois, en 2001, je sais plus, 2000, il y avait combien de millions de Français? 60 millions, un truc comme ça, non? Oui. 62 millions. À peu près comme aujourd'hui, ça va en 20 ans, ça va énormément changer. S'il y avait eu 60 millions de Français qui se seraient levés contre ça, non seulement Chirac aurait pu être président, et non seulement on ne serait pas resté dans l'Europe. Alors, donc c'est aussi, je pense que les gens finalement s'en fichaient un peu finalement, tu vois ce que je veux dire. Donc eux ils se sont rendus compte qu'au niveau de leur vie à eux ça changeait pas, toujours leur train de vie habituel, leurs courses chez Auchan, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, leur petit boulot, leur habitude, ça n'a pas changé. Donc les gens finalement ils en avaient un peu rien à faire. Sinon, si ça dérangeait profondément tant que ça, il y aurait des comme la Révolution française, il y aurait eu un truc de cette mais il n'y a pas de ampleur-là, révolution, sinon tu perds un œil si tu vas dans la rue protester. Parce que déjà, oui, non, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais je pense que c'est surtout parce qu'ils sont pas beaucoup, les jeunes aussi. Ils sont pas énormément dans la rue, je veux dire. Si il y avait tous les Français, on a le manifesté, mais ça fait quand même plusieurs millions, qui manifestaient avec les jaunes, là, mais toi, est-ce que tu pourrais aller dans la rue manifester ou pas, par exemple? Étant donné que je ne soutiens pas toutes les causes des gilets jaunes, non. Ouais. Certaines oui, et d'autres non, pas du tout. Ouais.
il y a certaines choses, à la base, ils avaient totalement raison. Cette histoire de carburant, c'est bien une surrogate. Non, mais ça c'est un détail, on s'en fout du carburant. Mais c'est ça qui a provoqué l'étincelle. Hein. Oui, mais ça c'est un détail d'avoir le... D'accord. Et, non, d'accord, ok, là, Bah, le RIC. Je comprends totalement. C'est... Bah, le RIC, il y a de tout l'abus, simplement. c'est évident, ça, je soutiens ça totalement. Maintenant, après, dans les revendications de certains, c'est, comment dire, un peu, comment dire, je veux tout, mais, enfin, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment, ils veulent tout améliorer à la fois, c'est-à-dire diminuer tous les impôts, les choses, mais automatiquement, si tu diminues tout d'un côté, c'est que d'un autre côté, ça doit augmenter. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je parlais un peu de mon père, que finalement, ce qu'ils ont fait, les gilets jaunes qu'ils ont obtenus, mais ça va être pire qu'avant, c'est droit. Mais non, mais ça, parce que déjà il y a une dette illégitime, c'est ça qui nous plombe financièrement. Tu sais que la dette avant, on s'est endetté à taux zéro auprès de l'État français, et que là 80% de notre dette c'est des intérêts. Sûrement, mais là après c'est tous les calculs politiques français depuis combien de temps? Depuis 73. Depuis le 3 janvier 73. Enfin, en tout cas, bon, après moi tout ce qui est politique gilets jaunes, je suis pas très branché. En tout cas, ce que je ressens sur les gilets jaunes, mon avis objectif, c'est que certaines revendications sont justes, d'autres ne le sont pas du tout. Et que ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup parmi les gilets jaunes, de gens très anti-juifs. Ce que je ressens. Alors tu me diras, oui, c'est instrumentalisé. Peut-être. Mais alors qu'on me le prouve que c'est instrumentalisé. Bah, discute avec eux et tu que verras. j'aille dans une manifestation de gilets jaunes à Paris avec une kippa, imaginons, et tout la siraille qui prouve que je suis juif, et que je ressors tout sans rien. Sans même qu'on ait dit un seul mot. Bah oui. Donc je pense que je peux faire ça. Oui. Alors, je le fais mais à une condition. Oui. Tu es mon garde du corps. Bah oui, moi je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème. Hein. Et on verra ce qui va t'arriver. Tu es mon garde du corps. Et si tu veux, je la mets moi-même la kippa. Hein. Mais là. Mais t'inquiète, j'ai l'impression que les médias te rendent un peu parano. Après, moi, c'est vrai qu'il y a un effet psychologique. C'est vrai que mettre la kippa, on a un peu... J'ai un peu peur en soi, non. Je sais pas que j'ai un peu peur, mais sache que c'est vrai. Quand je mets la kippa, tout le monde me regarde. Bah, peut-être que déjà c'est psychologique. Tu te dis tout le monde va me regarder, donc tu te focalises sur le fait que les gens te regardent. Ce que j'ai constaté, quand un gars, donc juif qui était dans le tramway, donc on avance sur le trajet, il y a un gars, donc un arrêt qui a un kippa qui rentre, et d'un coup il y a un malaise dans le tramway. Tout le monde est un peu malaisé, tu vois, en mode... Bah, franchement... J'ai grave ressenti ce truc, vraiment. Mais t'es sûr que c'est pas toi qui... Non, j'ai vu les gens, j'ai observé la tête des gens, j'ai observé du coup le monsieur juif qui du coup avait une tête un peu gênée en mode qu'est-ce que je fais, et j'ai observé les gens, je l'ai vu et je l'ai ressenti. Je peux l'attester. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Parce que vu que moi j'ai une casquette, tu sais, soit je mets la kippa en dessous, soit des fois je garde que la casquette, pour avoir quand même la tête couverte, les gens ils me, entre guillemets, mais en fait, ça sert à quoi de montrer aux gens? Moi, c'est pas de montrer, c'est que on met une kippa, c'est dans la pratique du judaïsme, c'est mettre une kippa sur la tête. D'accord. Enfin, pas que ça, mais donc oui, c'est ostentatoire parce que ça se voit, mais le but de la kippa, c'est pas de montrer que, c'est parce que c'est une soumission à Dieu, c'est de se rappeler qu'il y a Dieu au-dessus de nous. C'est pour ça qu'on met une kippa. Bah, tu le vois pas avec la kippa. Qu'il y a Dieu au-dessus de nous? Oui. Alors si, mais disons que au fur et à mesure des générations, le niveau baisse. Et donc et la conscience, c'est pas il est politique, c'est le cas, c'est la conscience de Dieu qu'on a à chaque génération, elle diminue à chaque fois. Et aujourd'hui, on est donc aux portes de la délivrance, du Mashiach,
on est la génération la plus faible en conscience du divin, entre guillemets. Ce qui fait que, à force de s'habituer à faire toutes les bénédictions sans kippa, dire le nom de Dieu sans kippa, on pourrait, entre guillemets, banaliser ça. Parce que moi, dans la loi, t'as pas le droit de dire le nom de Dieu sans kippa. Et rien qu'il y a ce fait-là, ça me tient en haleine, me rappelle encore plus, tu vois, que le Dieu, c'est tout ça, hein, tu vois, c'est Kadosh, c'est ce que je veux dire. Kadosh, c'est-à-dire que ouais, juste. Ouais. Ce que je veux dire, c'est aussi psychologiquement, ça aide aussi, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est pas le but de tout ça, c'est pas de montrer que. C'est pas le but de la kippa, c'est pas ça du tout. La preuve que non, c'est que, à l'époque de Moïse, on ne pensait pas de kippa. La kippa, c'est pas obligatoire. Tu savais ça? Alors donc ça prouve bien que c'est religieux, c'est pas divin. Oui, mais l'explication elle est que à l'époque de Moïse, donc de nos ancêtres dans le désert, ils ont vu tous ces miracles de leurs propres yeux, tu vois. C'est-à-dire que là, ils n'avaient même pas besoin d'avoir la foi,